Alors, pas de regret d'avoir choisi la paille pour faire ton atelier? Pas du tout, la paille pour la forge, ah, c'est excellent. Non, non, mais disons, il a fallu bien calculer pour que, bien sûr, il n'y a pas d'accident. Mais... ouais. Et le confort, c'est pas juste avoir un bon canapé, un bon lit. Il y a une ambiance, il y a quelque chose dans l'atmosphère de la maison qui est agréable, quoi. On s'y sent bien. En paille, on peut tout faire. Faire des grosses quantités sans souci, on manquera pas de matériaux et personne n'en manquera. Donc c'est peut-être ce qui fait la plus grande justification de la paille, c'est que la paille c'est un bon matériau, ça stocke du CO2. Pour une grande part des projets, c'est de la paille qui vient de très près du projet, donc un bilan carbone excellent. Ça fait des maisons saines, des maisons bien isolées, c'est-à-dire qu'avant la RT 2012, on était les seuls à proposer des maisons aussi isolées. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui proposent des maisons aussi isolées qu'une maison en paille, toujours. Ah, c'est très facile à chauffer. Ah ouais, carrément. C'est déconcertant même. Oh oui, la paille, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on disait on construit en paille, on nous disait « Ah, c'est vous les trois petits cochons ». Maintenant, les gens qui sont pas au courant nous parlent « Ah, et ça craint pas les rongeurs ». C'est le principal souci du néophyte, je dirais. C'est les rongeurs, si on veut vraiment leur faire plaisir, il faut leur offrir un bloc de polystyrène. Là, ils vont être heureux. Les gens ont peur du feu, la paille c'est quasiment un pare-feu. On a eu des tas de tests, il y a eu des tests faits en laboratoire, des tests faits grandeur nature sur des collèges, enfin sur des maquettes de collèges avant de construire les collèges. Et les pompiers, quand ils débriefent l'exercice, ils disent bah, si on était honnête, on le passerait en matériaux pare-feu, quoi. Parce qu'une botte de paille, c'est pas possible de l'allumer tant qu'on l'a pas éclatée. Et quand elle est dans le mur, c'est qu'elle n'est pas éclatée, c'est qu'elle est bien serrée. Il n'y a pas d'oxygène, assez d'oxygène à l'intérieur d'une botte de paille. C'est un petit peu l'image d'un annuaire. On peut très bien faire brûler chaque page d'un annuaire. On aura beaucoup de mal à le faire brûler tant qu'il est fermé, quoi. En fait, globalement, il y a 4 techniques d'ossature bois quand on veut isoler en paille. On a celle qu'on a utilisée par exemple dans la maison Feuillette qui date de 1920. Qui est un des premiers exemples, je pense, recensés. En tout cas, où là, on a une ossature traversante, qui va de l'extérieur vraiment à l'intérieur de la maison, qui fait toute la largeur de la botte de paille. Et là, pour le coup, c'est une ossature qui se compose de petits éléments, donc, qui est ajourée, qui a la solidité nécessaire pour tenir le bâtiment, bien sûr. Et on peut avoir, comme dans le bâtiment ici, qui est une forge, un atelier de forge avec une maison attenante où là on a utilisé plutôt l'ossature centrée, donc ce sont des bois qui font en général de 18 à 20 cm et qui se mettent au milieu des bottes de paille, au milieu du mur. Donc on peut avoir l'ossature centrée en tant qu'ossature secondaire, comme c'est le cas pour l'atelier, parce qu'on avait déjà la structure poteau-poutre avec la couverture posée dessus qui tenait donc, et donc on a pu mettre une ossature secondaire pour pouvoir mettre les bottes de paille entre ces bois d'ossature, et puis l'ossature centrée qu'on a utilisée pour la maison qui est en fait une ossature primaire puisqu'il n'y a pas de poteau-poutre qui tenait le toit. Donc là on est obligé de mettre des contreventements provisoires bien sûr, mais ensuite les enduits épais qu'on met à l'intérieur, là en l'occurrence c'était des enduits en terre, il y a 4 ou 5 cm d'épaisseur qui font une masse thermique à l'intérieur du bâtiment, donc ça c'est intéressant d'un point de vue de l'économie de chauffage. Et il y a une finition en plâtre ici, mais ça peut être une finition en terre, et à l'extérieur du bâtiment, donc c'est un enduit à la chaux, faiblement hydraulique, de façon à permettre la migration de l'humidité, la régulation hygrométrique, et ces deux enduits constituent le contreventement du bâtiment. Et puis aussi, on a donc la possibilité de mettre l'ossature sur l'extérieur du mur, donc, ou alors vers l'intérieur. Donc ça, c'est deux techniques qui sont très utilisées. Ouais, on voit l'extérieur de la paroi paille. Alors, il se trouve qu'on est là, on est dans le garage, hein, mais c'est exactement le même principe quand on est à l'extérieur de la maison. On voit l'ossature de la paroi derrière, ici, verticale. Donc. Il y a une nappe de litho mise en diagonale
pour permettre de contreventer la structure. Et puis sur la paille, je projette une barbotine de terre qui a deux intérêts. Déjà un intérêt réglementaire, c'est la protection au feu. Vraiment, c'est obligatoire pour ça, hein. On ne doit jamais laisser de la paille au contact de l'air. Et puis l'autre intérêt à la projection d'un peu de terre sur la paille, c'est que toujours pour les qualités hygroscopiques de la terre, ça permet de mieux sécher l'éventuelle condensation d'eau qu'il peut y avoir au sein de la botte de paille, puisque la vapeur d'eau, hein, qui traverse toujours de l'intérieur vers l'extérieur, à un moment donné, forcément condense quand elle atteint une température faible. La botte de paille coûte pas très cher. Enfin, pour avoir un isolant qui fait 38 cm d'épaisseur, en gros, ça revient à l'achat à 8 € le mètre carré, allez, environ. Hein. Si je devais mettre de la ouate de cellulose ou des panneaux de laine de bois, je ne serais pas à ce prix-là au mètre carré. Par contre, je vais passer plus de temps à le mettre en œuvre parce que une fois qu'on a mis les bottes dans l'ossature, il faut reboucher, faire le terre-paille, débroussailler. Voilà, il y a toutes ces étapes-là qui consomment quand même pas mal d'heures de boulot. Donc voilà, c'est la valeur ajoutée, c'est le temps de travail, ma main-d'œuvre, et pas l'industrie qui aura fabriqué un produit rapide à mettre en œuvre, mais qui le fait payer quand même. Hein. Vas-y, c'est pas. Vas-y, toujours. La paille, le plus embêtant, c'est en longueur. En densité, on règle comme on veut, puisqu'il y a un système de vérin hydraulique, donc ça se règle très bien. La longueur, elle est fonction du réglage de la presse, bien sûr, mais aussi de la densité de l'andin qui est sorti de la moissonneuse. Donc c'est approximatif, on ne peut pas faire vraiment toutes les mêmes. Et puis si le chauffeur du tracteur il a un peu le pied lourd. Le chauffeur du tracteur, voilà, c'est... La paille, est devenu comme une évidence, on va dire. C'est vraiment la performance de la maison qui nous intéresse. C'est vrai que travailler la paille, c'est quand même autre chose que le polystyrène, autre chose. Là, on travaille... travailler la paille, c'est très agréable. Hein. On trouve toujours du monde pour venir t'aider à mettre des bottes de paille. Tout le monde a envie de bouger des bottes de paille. Hein. On a tout ça dans nos mémoires, mais bouger du polystyrène ou bouger des... Voilà, ça, tu trouves beaucoup moins de monde. Ça, pour le parpaing polystyrène, il y a quand même moins de monde qui vient t'aider. Il faut percer un trou à 2,5. Tu t'envoies une 140, tu viens choper le manteau du chauffe-eau. Aujourd'hui, c'est pas. Et donc en fait c'est eux qui vont mettre leur paille dans les murs, donc il va falloir qu'ils la mettent correctement, donc qu'ils la mettent en compression, qu'ils la mettent comme il faut dans les murs pour pouvoir bien, que l'enveloppe de l'isolant soit bien régulière. Et là tu prévois combien de compression en fait par rapport à la mesure de base? Là au moins 6 cm. Ouais, là on va essayer 70. Ben, la paille, moi ce qui me plaît, c'est que en fait, la Studio Pile Transformation, c'est des céréales qui ont poussé là dans le département. Et en plus, les bottes ont un gros avantage, c'est qu'elles ne sont pas régulières. Et donc, on va pouvoir faire des enduits par-dessus qui ne seront pas complètement lisses, complètement uniformes. Un enduit plâtre chaud au sable. Peut-être avec une finition en terre, ça sera. Pour bien poser de la paille, il faut respecter un minimum de compétences, un minimum de critères, je dirais simplement techniques, de compression, de tenue, de planéité. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'apprentissage. On peut le faire sur son propre chantier. On peut l'apprendre en théorie et puis l'apprendre en pratique après sur son propre chantier. C'est jamais aussi efficace que d'apprendre avec des gens ou de se faire assister par des professionnels. C'était vachement confortable, c'était vachement sympa de travailler du bois pour l'ossature,
de la paille, de la terre, avec un petit peu du plâtre, etc. De participer activement sur son chantier. Ben, on est acteur et ouais, j'ai beaucoup appris. Ce qui a été super pour moi, c'est que je suis allé voir un copain agriculteur, Axel, et que j'ai fait les bottes avec lui après la récolte du blé. Les matériaux premiers, hein, puisqu'on parle un peu de ça, matériaux premiers, matériaux de cueillette, sont beaucoup plus difficiles à utiliser que tous les matériaux de l'industrie. Si vous prenez de l'enduit terre, si vous prenez de la chaux, et encore on est déjà un petit peu éloigné, mais si vous prenez faire un mur en pierre sèche par exemple, faire un bon mur en pierre sèche, ça demande un apprentissage. Travailler le bois de façon traditionnelle, c'est-à-dire pas avec des connecteurs métalliques, ça demande un vrai apprentissage. Travailler la paille, ça demande un vrai apprentissage, parce que ça a l'air simple, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que de poser 1 mètre carré de laine de bois. C'est des matériaux qui ne sont pas faits pour. C'est des matériaux qu'on prend et qu'on utilise grâce à notre savoir-faire. L'autoconstructeur peut l'apprendre. Au Gabion, il y a des formations, il y a des gens qui apprennent sur des chantiers écoles, il y a des tas de façons d'apprendre, mais il ne faut pas croire que parce que c'est un matériau premier, c'est facile. L'idée de ce bâtiment était donc de proposer du travail à la fois à nos salariés et éventuellement un support de formation. Et là, dans le bâtiment, deux secteurs, le patrimoine et l'éco-construction. Ces deux secteurs sont très proches parce que dans la pratique, il s'agit de construire avec les matériaux de notre environnement. Donc en fait, notre bâtiment, c'est avant tout un bâtiment avec une ossature bois en mélèze de pays massif. Ensuite, nous avons voulu utiliser la paille. La paille parce que c'est un coproduit qui pour le moment est sous-employé. Voilà, donc ça nous semblait logique de prendre la paille pour cette raison comme isolant dans notre bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce travail a permis la création de plusieurs entreprises sur le département qui se sont spécialisées dans la botte de paille. Ça a permis aussi de contribuer par les assises à créer du réseau au niveau régional sur les acteurs de la botte de paille et en particulier donc de voir des projets importants comme la salle polyvalente de Mazan où de plâtre a été mis en extérieur sur les bottes de paille, un petit peu suite au travail que nous avons fait ici. C'était prévu aux élections de 1965 la construction d'une salle polyvalente à Mazan et ça ne s'était jamais réalisé. Et ensuite il y a eu un lancement d'un appel à projet et on a reçu 35 ou 40 projets. Et celui-là, disons qu'au départ, n'avait pas trop retenu mon attention dans la mesure où il était trop différent des autres. Voilà, c'était quelque chose, mais c'était un petit peu bizarre. Et puis à force d'étudier, on a trouvé que c'était effectivement intéressant. Et puis bon, le bois, oui, il y avait beaucoup de bois dans ce projet que nous avait présenté M. Souquet. Et puis on s'est dit, on a vu avec l'ONF, on a dit, mais le Ventoux, il y a du bois de disponible, alors pourquoi ne pas essayer d'aller voir acheter le bois à Bédouin du Ventoux. Et c'est parti avec le bois. Donc on a dit, allez, on part comme ça. L'isolation, et bien on pourrait mettre de la paille. Et en plus de ça, l'acoustique est absolument parfaite. Absolument parfaite, on a fait venir l'Opéra de Nice. Non, c'est vraiment une réussite totale et on ne regrette rien. Les gens qui viennent sont emballés. Hein, déjà en rentrant, l'architecture, la forme de ce bâtiment, l'odeur du bois, quand ils entrent là-dedans, ça les marque beaucoup. Le prix, ça a été maîtrisé, évidemment. D'ailleurs, ça ne revient pas plus cher qu'une salle traditionnelle. Hein. Le prix de revient du mètre carré, c'est le même. Hein. Donc, dans l'ensemble, les gens, les Mazanais sont très contents de cette réalisation. Aujourd'hui, nous avons un projet donc en partenariat avec plusieurs entreprises, des architectes et des bureaux d'études pour mettre au point un système constructif panneau-paille qui serait réalisé, où les panneaux seraient réalisés par les salariés du Gabion, mais qui serait à destination des projets des entreprises et des bureaux d'études. L'idée un petit peu particulière de ce projet est d'utiliser, je dirais, si possible exclusivement des ressources locales, des bois locaux et de la paille locale. Parce qu'aujourd'hui, pour être rentable, les entreprises sont obligées d'utiliser dans leur système constructif paille beaucoup de panneaux préfabriqués, OSB ou AGEPAN, et nous voudrions proposer des panneaux qui ne font plus appel à ces matériaux.
Construire en paille, finalement, ça nous ramène à l'enfance, au moment où on construisait des cabanes avec à peu près tout ce qui nous tombait sous la main. Mais c'est un peu de ça qu'il s'agit finalement quand on parle de ces matériaux de cueillette. Les brindilles de seigle que je vous montre proviennent d'un toit qui est à 1300 mètres d'altitude. Et sur ce toit, il y a 3 types de couvertures, du chaume, donc avec ce seigle, des bardeaux de mélèze et la tôle ondulée, certainement posée dans cet ordre. Je connais le bâtiment effondré depuis environ 35 ans. Et donc, quand on voit cette paille à l'envers, en fait, les extrémités seules apparaissent à l'extérieur et elles sont noires pourries. C'est tombé tellement c'était pourri. Mais que sur quelques centimètres. Quand on va sous le bâtiment effondré et qu'on voit le toit, c'est tout jaune. On a l'impression qu'il vient d'être coupé depuis quelques semaines. Et donc, ça fait certainement plus d'un siècle qu'il a été coupé. Alors ce sont des types de construction, des systèmes constructifs qui évoluent beaucoup grâce à l'imagination et à l'inventivité des bâtisseurs, que ce soit des autoconstructeurs, des architectes ou alors des bureaux d'études même. Et c'est vrai que ça paraît aller dans des sens un petit peu différents, mais finalement pas tellement, et on s'en rend compte quand on prend connaissance des règles professionnelles éditées il y a 3 ans maintenant, en 2012, par le réseau français de construction paille, et donc un texte qui a été validé par l'agence qualité construction, ce qui permet maintenant de s'appuyer sur un socle quand on veut construire en tant qu'entreprise ou même des bâtiments ouverts au public. Ça permet de s'appuyer sur un socle et qui permet donc aussi d'avoir toutes les assurances et toutes les garanties nécessaires. Alors, c'est vrai qu'en même temps, on ne doit pas se laisser enfermer dans un cadre peut-être des fois trop précis et continuer à avoir des idées, à faire évoluer ce principe constructif qui date maintenant de 150 ans. Finalement, c'est né aux États-Unis au moment où la botteleuse a été inventée. La première botte de paille a donné l'idée finalement de faire des maisons avec. La maison de paille, l'association de ces deux mots est bien de nature à provoquer de l'étonnement, même chez les personnes les plus habituées aux hardiesses dans la conception de l'art de construire. Cependant, il n'en est pas moins acquis que la maison de paille est une réalité visible et palpable. Ça, c'est un texte qui aurait pu être écrit la semaine dernière. Il se trouve que c'est un texte qui fait partie d'un article de Gustave Lamache et qui relate la construction de la première maison en botte de paille, au Saturbois botte de paille en France et peut-être même en Europe, construite par monsieur Feuillette. Donc c'est un type de construction maintenant qu'on peut qualifier de pérenne, puisque quasiment centenaire. On peut lire un peu plus loin dans le même article que les motivations de M. Feuillette pour faire ses recherches, c'était vraiment de réaliser une maison agréable à habiter, confortable, hygiénique, de longue durée, et qui fut en même temps d'un prix de revient compatible avec les possibilités pécuniaires des petits employés, des retraités, aux modestes pensions et des travailleurs manuels. L'idée, c'était vraiment de reconstruire, après la Première Guerre mondiale, un habitat confortable pour des modestes revenus. Donc ça, c'était une des principales motivations de M. Feuillette, il est en 1921, et donc ça pourrait être finalement aussi une motivation actuelle. La suite au prochain épisode.